Merci beaucoup. Bonjour à tous. Nous avons choisi de vous présenter effectivement quelques pièces d'archives qui illustrent une typologie bien précise et particulière, les plans et relevés servant de correspondance entre l'architecte et l'inspecteur des travaux sur les chantiers de restauration de la cathédrale Saint-Étienne de Bourges au XIXe siècle. Alors, cette communication fait suite aux recherches qui ont été menées lors de la réalisation de l'exposition Architectes et restauration de la cathédrale de Bourges, dessins et plans des 19e et 20e siècles, qui s'est tenue aux archives départementales du Cher du 12 mars au 9 juin de cette année, dans le cadre des 700 ans de la dédicace de la cathédrale. Donc Claire Chaume, lors d'un stage, m'a accompagnée dans la préparation de ce projet et a effectué son mémoire de recherche sur le sujet. La DRAC Centre-Val de Loire, comme vous l'a dit Anne-Isabelle Berchon à l'instant, a été notre partenaire privilégié. Et donc, je remercie les organisateurs du colloque de nous offrir l'occasion de prolonger notre aventure commune aujourd'hui. Alors, commençons par un petit peu d'histoire pour bien comprendre dans quel contexte les documents étudiés ont été produits. Sous l'Ancien Régime, les cathédrales étaient entretenues par le clergé sur les fonds propres de l'Église. Et elles deviennent propriété publique en 1789 avec la Révolution française, puis sont remises à la disposition des évêques par le Concordat de 1801, qui entérine la reprise du culte, alors assimilé à un service public. L'État reste propriétaire des cathédrales, tandis que l'évêque est affectataire, et c'est donc l'État qui décide des travaux à entreprendre et qui assure leur financement. Jusqu'en 1824, ces travaux sont menés sous l'autorité de la direction des bâtiments civils du ministère de l'Intérieur et des préfets. Créé dès 1795, à l'heure d'une prise de conscience patrimoniale, le Conseil général des bâtiments civils, commission consultative établie auprès du ministère, associée à un corps d'architectes, se prononce sur les projets d'architecture publique dont les cathédrales sont donc considérées comme l'architecture publique et l'administration chargée des cultes, créée en 1801, ne donne, elle, qu'un avis, avant qu'elle ne prenne le relais du Conseil en 1824. La maîtrise d'œuvre des cathédrales est confiée à des architectes locaux qui ont étudié aux Beaux-Arts et qui sont désignés par le préfet du département en accord avec l'évêque et la fabrique en charge des biens de la paroisse. Sous l'Empire et la Restauration, des règles sont édictées pour uniformiser la procédure des demandes de travaux. Alors, ces dernières sont accompagnées de pièces prescrites constituées par les architectes, les devis, les plans, les documents relatifs au programme et au mode d'exécution. Et l'ensemble est adressé par les évêques aux préfets qui les transmettent à leur tour au ministère de l'Intérieur. Le Conseil délibère sur les questions d'art, de construction, de financement, et il adopte, rejette ou ajourne pour demande de modification les différents projets. Le ministre transmet ensuite la décision au préfet qui fait exécuter les travaux autorisés. C'est André Clouet qui est le premier architecte de la préfecture du département du Cher et de la ville de Bourges, a dressé un état des réparations. En tout cas, c'est le premier document connu pour le XIXe siècle. Il date de 1810 et il s'intéresse donc aux réparations à réaliser à la cathédrale. Donc il fait une liste de tout ce qu'il y a à faire, mais en signalant tout de même à la fin que seule la réfection d'une corniche du pilier butant est véritablement urgente. Alors, si vous êtes intéressé par le texte, il fait l'objet d'un exercice de paléographie sur le site des archives départementales du Cher. Alors, on parle de réparation ici, puisqu'avant la création de la commission des monuments historiques en 1837, les travaux réalisés à la cathédrale sont effectivement plutôt qualifiés d'entretien, de réparation, et le terme restauration va venir rapidement par la suite, qui implique une démarche archéologique et patrimoniale de la part de l'architecte. Jusqu'en 1822, André Clouet dirige l'exécution de travaux urgents, donc avant d'être remplacé dans ses fonctions par Barthélemy Julien. Ce dernier est un berruyer, c'est un ancien élève de l'École des Beaux-Arts de Paris.
architecte du département du Loiret et de la ville d'Orléans. Il est inspecteur de la cathédrale d'Orléans sous les ordres de l'architecte François-Narcisse Pagot, avant d'être nommé architecte du département du Cher et de la ville de Bourges en 1823. Il signera souvent d'ailleurs sur le nom d'architecte de la métropole. Donc on voit que pour l'instant, il n'y a pas d'architecte spécifique pour la cathédrale. En tout cas, il n'y a pas de titre pour cela. En 1824, Julien dresse un devis général des dépenses à faire pour la restauration de la cathédrale de Bourges. Donc là, le terme restauration apparaît. Puis qu'on dit les premiers travaux urgents que Clouet avait mal effectués, semble-t-il. Toutefois, il est jugé peu apte à mener la tâche qui lui est confiée et la direction des travaux est attribuée à François-Narcisse Pagot en 1828, donc le maître de Barthélemy Julien. Julien reste quand même attaché à l'entreprise en qualité d'inspecteur des travaux avant de reprendre sa place d'architecte au décès de Pagot en 1844. Donc, ils vont s'intéresser surtout aux restaurations des portails occidentaux et de la façade. On voit que se met en place un duo d'architectes, celui que l'on nomme pleinement architecte, qui conçoit le projet, dresse le devis, et celui qui assure la fonction d'inspecteur des travaux, qui seconde le premier, qui se doit autant de respecter ses plans et ses consignes, d'échanger avec les entrepreneurs sur les terrains, que de préciser et d'adapter le projet lorsque les conditions matérielles l'imposent. En 1848, avec la création de la Commission des arts et édifices religieux, qui reprend la politique de travaux sur l'édifice cultuel du Conseil des bâtiments civils, et avec la création également du Corps des architectes diocésains, les règles d'élaboration des projets, d'exécution des chantiers, de rédaction et de contrôle des mémoires des travaux se renforcent, et les rôles des architectes et inspecteurs diocésains sont bien définis. L'architecte diocésain est chargé des travaux sur les cathédrales, les évêchés et les séminaires. Appelé à restaurer les monuments repérés par la Commission des monuments historiques, il est coopté et fait partie des élèves parisiens d'Eugène Viollet-le-Duc ou d'Émile Boswil-Wald. On voit dans un rapport d'Eugène Durieux du 12 décembre 1848, donc Eugène Durieux, c'est le directeur général de l'administration des cultes, que cette cooptation est voulue pour éviter les artistes, les architectes créateurs, et nommer plutôt des architectes compétents et désintéressés qui seront les mieux placés pour la sauvegarde du patrimoine. L'architecte diocésain travaille principalement dans son atelier parisien. Il est peu présent sur le chantier. L'inspecteur est quant à lui un architecte local qui peut se rendre sur place facilement à tout moment. Alors, je vous ai mis les noms des architectes en bleu ici. Donc, vous avez Victor Gay, qui est le premier architecte diocésain nommé à Bourges dès 1848. Il prend la suite de Barthélemy Julien. Il avait notamment travaillé avec Eugène Viollet-le-Duc à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Son inspecteur est Léonard Hippolyte Roger, un berruyer, qui d'ailleurs va assurer l'intérim de Victor Gay lorsqu'il démissionne dès 1850. Et il retrouve ensuite ses fonctions d'inspecteur sous la direction d'Antoine-Nicolas Bailly, après sa nomination par la Commission des monuments historiques. Et ce qui est intéressant, c'est que Antoine-Nicolas Bailly est l'architecte diocésain pour la cathédrale, Léonard l'inspecteur, mais Léonard Hippolyte Roger est l'architecte diocésain pour l'archevêché et le séminaire. Ensuite, Léonard Hippolyte Roger est remplacé en 1853 par un autre architecte local qui va s'installer à Bourges, Émile Tarlier, qui a fait les Beaux-Arts et qui a travaillé dans l'atelier de Constant Duvieux et qui est aussi inspecteur des travaux des monuments historiques. Il va travailler avec Paul Boswil-Wald, architecte diocésain, jusqu'en 1892, date à laquelle son fils Henri Tarlier va prendre le relais.
Donc sur cette diapositive, vous avez quelques portraits, donc avec une caricature de Jeanne Viollet-le-Duc qui chapeaute l'ensemble en haut, et puis le premier architecte diocésain, Victor Gay, dont le buste est sculpté ici par Jules Dumoutet, dont vous venez d'entendre parler, et puis une photographie d'Émile Tarlier dans une liasse qui rassemble des documents sur les architectes locaux qui ont œuvré à la cathédrale de Bourges aux archives départementales du Cher. Donc, avec la loi de séparation des églises et de l'État en 1805, les architectes diocésains sont remplacés par les architectes en chef des monuments historiques. Et il s'agit souvent des mêmes hommes, hein, d'ailleurs. Les architectes diocésains passent un concours pour devenir architecte en chef des monuments historiques. Et donc, ils n'en veulent plus travailler avec un inspecteur diocésain, mais avec un architecte ordinaire qui est devenu, alors c'est un petit peu un raccourci, mais qui est devenu depuis 1946 l'architecte des bâtiments de France. En effet, les rôles ont évolué entre-temps, les missions et les prérogatives ne sont pas tout à fait les mêmes, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a une filiation entre ces personnes pour pouvoir retrouver, nous, les archives ensuite. Alors, si les documents fournis à l'administration centrale sont aujourd'hui conservés à la médiathèque du patrimoine et de la photographie, anciennement médiathèque de l'architecture et du patrimoine, les archives départementales du Cher disposent de fonds complémentaires et particulièrement pertinents pour l'étude des travaux menés à la cathédrale au XIXe siècle. Donc, on pense bien évidemment en premier lieu au dossier des édifices diocésains de la préfecture du Cher, dans la série V. Mais nous avons aussi les fonds privés versés par les architectes locaux, soit justement ces inspecteurs qui étaient au plus près du chantier, ou versés par leurs héritiers, et également par les sociétés savantes du Cher, dont ils ont fait souvent partie et dont ils ont été les fondateurs. Donc, il s'agit de la Société des antiquaires du Centre, dont a hérité aujourd'hui la Société d'archéologie et d'histoire du Berry, que je vous invite à découvrir, puisqu'hier, nous avons eu plusieurs intervenants qui ont parlé des sociétés savantes. Donc, pour les fonds privés, que ce soit les fonds privés des architectes ou des sociétés savantes, on va retrouver les archives en série F ou en série J, dans les sous-séries F et J. Et puis, nous avons aussi la chance d'avoir un fonds important versé par l'UDAP, l'unité départementale d'architecture et du patrimoine, donc dirigée par l'ABF que vous avez vu, et donc qui comprend, outre les archives des travaux menés par l'ABF depuis le premier en titre, c'est-à-dire Robert Gauchery, nombre de plans et documents antérieurs qui ont probablement été rassemblés par Robert Gauchery, qui était avant 1946 architecte ordinaire des monuments historiques et donc héritier professionnel des inspecteurs précédents, mais qui était aussi un grand érudit avec son oncle Paul Gauchery, dont vous avez entendu parler à propos des priants. Les typologies de documents sont très variées, relevant du dossier administratif, de la correspondance, des notes, de brouillons. Mais notre communication se consacre uniquement ici aux documents graphiques, aux divers relevés que sont les plans, coupes ou élévations. Ces derniers annotés comme des instruments de travail ou au même titre que les correspondances échangées entre les architectes et leur inspecteur des travaux, rendent compte, parfois dans le détail, des rôles complémentaires de ces deux fonctions et de leurs domaines d'expertise respectifs, donc architecte et inspecteur. Alors, un premier exemple, issu des papiers de Léonard Hippolyte Roger, versé par François Roger, conservateur des musées de Bourges, en 1951. Donc, il s'agit du projet de restauration, du programme de restauration du perron et des pavages extérieurs en 1849. Donc ici, vous avez un plan général des abords réalisé par Victor Gay qui montre une situation assez complexe puisque vous avez le périmètre immédiat de la cathédrale qui appartient à l'État, dont le perron, et puis ensuite le parvis qui va appartenir à la ville. Donc ce plan de Victor Gay est dans les papiers de Léonard Hippolyte Roger. Ce projet donc a été approuvé par les différentes instances
dans un ordre précis. C'est l'archevêque qui approuve dans un premier temps, ensuite le préfet du Cher, ensuite la commission des arts et édifices religieux, puis la direction générale de l'administration des cultes. Donc là, vous avez une pièce officielle qui a été récupérée par l'inspecteur. Et à côté, on a une copie conforme approuvée par l'archevêque qui a été fournie aussi à l'inspecteur ici, avec un deuxième document, celui qui est représenté en plus grand sur la diapositive, qui correspond aux détails du dallage du perron. Donc des documents fournis à l'inspecteur. L'inspecteur, lui, réalise à son tour une copie conforme de ce document au calque, et puis ça lui permet d'ajouter sur cette copie plein de précisions au crayon à papier, notamment les mesures des dalles qu'il faut prendre en compte. Et donc on voit que l'inspecteur adapte le plan idéal de l'architecte diocésain à la réalité du terrain et aux dimensions des matériaux employés sur le chantier. Donc on ne sait pas très bien si ce plan a été réalisé pour la commande auprès du fournisseur ou s'il a été réalisé dans le cadre du compte général des travaux exécutés en fin de chantier, puisque ce compte est signé de la main de Léonard Hippolyte Roger. Donc là, plutôt un exemple qui montre l'instrument de travail et la relation avec les fournisseurs, les entrepreneurs. Valérie Richbach nous a parlé de cette part importante du travail toujours aujourd'hui. Je laisse la parole à Claire pour d'autres exemples. Merci. Les plans et projets de restauration de la charpente de la cathédrale, dressés par l'architecte diocésain Paul Boswillwald, sont particulièrement représentatifs de sa méthode de travail. Réalisés à la mine de plomb, à l'encre ou au lavis, sur papier ou sur calque, ces documents préparatoires se concentrent sur les parties hautes du monument, objet de la campagne de restauration entreprise par l'architecte à compter de sa nomination à la tête du chantier en 1883. Ces documents iconographiques permettent de saisir son attitude à livrer des détails pratiques sur le choix des matériaux, les dimensions des pièces à restaurer ou encore les parties anciennes à conserver. Ils offrent des informations encore inédites qui permettent de compléter les sources textuelles produites par les administrations en charge du suivi des restaurations. Les documents mettent en évidence les liens qu'entretiennent les acteurs qui mettent en œuvre les restaurations et les conséquences sur la marche des travaux. Les indications manuscrites sont d'autant plus intéressantes qu'elles viennent infléchir et préciser le projet initial. L'architecte diocésain, Paul Boswillwald, qui n'est donc pas sur place, communique à son inspecteur, ici Henri Tarlier, qui conduit et suit la restauration directement le chantier, des indications pratiques. Il s'adresse à lui sur un ton parfois impératif, parfois amical, ce qui laisse percevoir les relations qu'entretiennent les deux hommes. L'inspecteur, de son côté, lui fournit les mesures qui manquent, adapte le projet et s'occupe des matériaux ainsi que de la gestion des entrepreneurs. Ainsi, sur une coupe transversale, ici à l'écran de la charpente du collatéral inférieur de la cathédrale de Bourges, complétée par quelques croquis de détails et annotations, dressés par l'architecte à l'encre et au lavis sur calque en 1887, Boswillwald inscrit les indications suivantes. Les piles P seront montées au-dessus de la banquette en pierre de Bourges, à l'exception de la première assise portant corbeau, qui sera en pierre dure. Les dimensions du bois seront celles employées dans les autres fermes. Les entraits retroussés A seront pleins au même niveau. La hauteur de 2,50 m diminuera si le niveau du pont se relève. Les piles P auront l'épaisseur des piles montées du côté nord. Si elles se trouvent devant un oculus, on les montera quand même, mais on fera sur l'arête postérieure du chanfrein un chanfrein de 0,06 m de côté. Il précise encore, ce croquis n'est pas exact pour l'oculus parce que je n'ai pas tenu compte de l'ébrasement intérieur. On le voit, le dessin permet alors à l'architecte de compléter le projet initial et sert une fin didactique. L'outil iconographique concrétise des détails pratiques pour la mise en œuvre du chantier, dont les notes manuscrites détaillent le projet, encore en construction puisque l'architecte reconnaît que son croquis n'est pas exact. Ce dispositif, mis en place par l'architecte diocésain, permet de s'adresser directement à l'inspecteur et non pas à l'administration. Cet autre exemple, réalisé cette fois-ci par Henri Tarlier, l'inspecteur des travaux, illustre cette méthode. Le plan est utilisé comme une correspondance.
En effet, Tarlier donne des indications pratiques, comme il le ferait dans une lettre. Réalisé le 26 septembre au soir, Tarlier esquisse rapidement à la mine de plomb sur le plan la coupe de la charpente. L'inspecteur réclame de la main de l'architecte diocésain des indications qui prendront la forme d'un tracé ou à défaut d'un croquis approximatif. Il écrit « Voici les codes que Bergeron, un entrepreneur, vient de relever en mon absence et qui sont sûrement exacts. Si le temps vous manque pour faire un tracé, veuillez m'envoyer seulement un croquis approximatif afin de pouvoir au moins débiter le bois. Nous ne sommes pas loin du 1er octobre. » À portée résolument pratique, ce document de travail souligne l'urgence des travaux à accomplir en raison de l'arrivée de l'hiver. Les ordres de l'architecte diocésain permettront à l'architecte inspecteur d'ordonner le débitage du bois afin de veiller à la bonne marche des travaux. Sur cet exceptionnel document présentant des élévations, coupes et plans de la restauration de la charpente du chœur réalisée par Boswillwald, se retrouvent de multiples configurations et détails. Les dessins colorés à l'encre témoigne du goût pour la composition de son auteur, qui précise par des notes manuscrites quelques détails concernant l'exécution du chantier. Par exemple, il note en bas à droite que la pièce M ne sera placée qu'au droit des assemblages de 2 parties des sablières. Boswillwald envisage également la pose d'étriers en métal pour assembler les entraits relevés, rend compte des modifications à faire, notamment sur les détails des fourrures qui sont à rapporter. Il note pour retrouver après l'exhaussement la ligne du chenot, ou encore la pose d'une nouvelle corniche en pierre qui est modélisée en rose sur le schéma. Sur cet élément rapporté, il précise, seront installées des sablières. Il se crée donc un véritable dialogue entre les acteurs de la restauration sur les modalités du chantier, comme sur les modifications nécessaires à prendre en compte pour son bon déroulement. Dans cette perspective, le plan correspondance doit être examiné comme un outil de réflexion et non comme une simple documentation. En 1895, l'architecte restaurateur, Paul Boswillwald, prend le soin de détailler son projet de la restauration, ici à l'écran, de la gargouille du XIVe siècle rampante le long de la face est d'un contrefort côté nord, en présentant dans le coin supérieur droit du document figuré un état qu'il explique actuel en date de 1891. Le projet cherche à préserver au maximum la structure originelle en prévoyant de ne remplacer les pierres seulement en mauvais état ainsi que celles qui sont tombées. La documentation du monument est ainsi assurée, ce qui est précieux aujourd'hui pour évaluer les états successifs perdus. Le commentaire de Paul Boswillwald explique selon quelles modalités les pierres devront être retaillées afin d'y installer l'une des gargouilles. Il détaille ainsi longuement son projet et écrit « Le morceau A sera retaillé pour recevoir le morceau B formant gargouille et le corbeau C. Le morceau D qui est mauvais sera remplacé et D' portera le chéneau E et le corbelet F dans la même assise. La partie de gargouille G ancienne, ou plutôt refaite, sera incrustée en H, mais dans le morceau K qui est bon de même que le corbelet L. Le morceau M sera remplacé par M' et portera gargouille. » Parfois, une marge de manœuvre est clairement laissée à l'inspecteur. C'est le cas de cet autre exemple qui permet d'éclairer la méthode de travail de l'architecte. Boswillwald superpose ici, dans ce plan du dallage des chéneaux des chapelles des travées 11 et 12 du côté nord, les profils des moulures à la coupe de la cuvette, tout en matérialisant par un code couleur, dans la partie supérieure droite du document, les parties du profil à reprendre sur l'ancien qu'il matérialise par un tracé noir. Il distingue également le plan de la cuvette pour les chéneaux du comble du collatéral par un tracé vert et aussi celui du profil de la cuvette par un tracé rouge. Ces notes manuscrites s'adressent directement à l'inspecteur, l'autorisant à apporter des modifications au plan selon les configurations du chantier. Il précise à cet effet, à l'intention de Tarlier, si la position de la clé en contre-haut de la voûte permet de reculer le point O', on prendra pour la largeur du chéneau une ligne parallèle à la face du mur B, partant de l'alignement en contrefort B''. Paul Boswillwald propose une approche résolument moderne, puisqu'il soumet une étude archéologique en amont de la restauration pour documenter les états antérieurs. Il légende un petit dessin à l'encre d'une indication portant la mention suivante. Il s'agit de la partie antérieure du dallage, dans le cas probable du sommet O''. Les parties hachurées sont dans le plan vertical. D'autres consignes permettent d'adapter le plan aux réalités matérielles du chantier. Et il écrit ainsi, à l'intention toujours de l'inspecteur, la largeur de cette assise dépendra de celle qu'on pourra donner au chéneau.
L'architecte restaurateur détaille par un code couleur les parties d'origine de celles à reprendre. Il intime des ordres à son architecte inspecteur sur la manière de lire le plan, ce qui lui servira pour mettre en œuvre la restauration projetée. Le mode opératoire de l'architecte illustre ainsi la modularité des projets, puisque les préconisations tiennent compte de l'avancement du chantier et présentent une certaine marge de manœuvre qui est laissée à l'inspecteur. Les notes manuscrites sont ainsi également précieuses pour évaluer l'ampleur de la restauration et des réemplois de matériaux. L'architecte diocésain utilise ainsi le plan comme un outil de justification et de clarification de son projet de restauration. Un dernier exemple, tiré d'un plan de la charpente du collatéral supérieur à partir du rond-point, dressé par Boeswillwald à l'encre sur papier le 4 août 1895, rend compte de cette même dynamique entre les acteurs du chantier. Dans ce document de travail, il détaille les formes des rosaces du collatéral inférieur, qui sont à restaurer, indiquant sobrement dans ses annotations qu'il faut réparer celui-ci s'il y a moyen, ou encore à les faire toutes semblables. Les formules incisives suggèrent la personnalité de son auteur, qui donne des ordres à son subordonné, chargé du suivi du chantier sur le terrain. En conclusion, en marge de la procédure administrative, se trouve un discours sur les conditions dans lesquelles s'accomplira le projet de restauration par des corrections, des suggestions ou l'ajout de dimensions qui permettent de préciser et d'apporter des modifications nécessaires. Que nous apporte l'étude des plans correspondances pour la compréhension du chantier de restauration ? En premier lieu, ces plans et ces dessins nous renseignent sur les relations d'ordre hiérarchique ou amical qu'entretiennent les architectes. En second lieu, il s'écrit dans ces notes manuscrites une histoire parallèle du chantier de restauration qui trouve sa source dans le support autonome que constituent les documents figurés. Enfin, la documentation iconographique exceptionnelle et l'approche novatrice de Paul Boeswillwald témoignent d'un intérêt pour les états antérieurs du monument, dont il livre un répertoire des formes qui peut servir aujourd'hui pour la restitution des états successifs du monument. Merci. Alors juste... Je reprends juste, merci Claire, je reprends juste la parole très rapidement en fin de communication pour vous donner quelques informations sur les suites de l'exposition. Tout d'abord, sachez que le fonds de Léonard Hippolyte Roger s'agrandit puisque nous avons une nouvelle donation de différents relevés et notamment de la cathédrale de Bourges avec des documents bien sûr signés de Léonard Hippolyte Roger mais également de Barthélemy Julien et de Victor Gay. Donc, de nouveaux documents à étudier. Claire s'en chargera peut-être un peu pendant cette année de Master 2. Et puis, l'exposition, donc vous avez le petit livret qui a été réalisé pendant l'exposition, qui est gratuit et qui est disponible dans le hall d'accueil si vous le souhaitez. Et il y a sa version virtuelle qui est sur le site des archives départementales du Cher. Donc, j'ai encore quelques petites choses à peaufiner la semaine prochaine. Il sera vraiment bien en fin de semaine prochaine. Et voilà, sachez que sur le site des archives départementales du Cher, vous avez une rubrique patrimoine et puis ensuite des expositions virtuelles avec celle-ci, architecte et restauration de la cathédrale de Bourges. Un chapitre sur l'atelier, avec justement les portraits des architectes, l'administration, l'histoire de l'administration, et puis un chapitre sur le chantier. Vous allez retrouver ce qu'on a vu aujourd'hui sur la charpente, pour bien sûr annoncer la communication de Frédéric Epau, mais sur plein d'autres sujets également, comme la sculpture ou les vitraux. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention.